n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et bonne écoute. Imaginez un royaume si riche que ses mines d'argent alimentaient la moitié du monde antique. Une civilisation si avancée que ses navires sillonnaient l'Atlantique 1000 ans avant Jésus-Christ. Un empire si puissant que les Grecs le considéraient comme le bout du monde, là où l'or gisait directement sur le sol. Et maintenant, imaginez que tout cela a disparu sans laisser de traces, évaporé dans les sables du temps si complètement que les savants débattent encore aujourd'hui. Ce royaume a-t-il seulement existé? Ou Tartessos n'est-il qu'une belle invention des auteurs antiques, un mythe sur un paradis perdu au bord du monde connu? L'Espagne refuse d'oublier Tartessos. Dans les musées andalous sont conservés des artefacts qui appartenaient peut-être à cette civilisation. Depuis un siècle, les archéologues fouillent les rives du Guadalquivir à la recherche de la capitale de ce royaume fantôme. Les historiens étudient chaque ligne des textes antiques, tentant de comprendre où s'arrête la vérité et où commence la légende. Pourquoi une civilisation qui commerçait avec les Phéniciens et les Grecs n'a-t-elle laissé derrière elle aucune ville, aucune inscription dans sa propre langue, aucun temple? Comment un royaume entier peut-il disparaître sans même laisser des ruines? Cette histoire ne commence pas par une découverte, mais par une perte. Pas par le triomphe des archéologues, mais par leur désespoir. Parce que Tartessos est un royaume fantôme, une civilisation spectre qui est partout et nulle part à la fois. Son or est mentionné dans la Bible. Son argent se retrouve dans des tombes phéniciennes à l'autre bout de la Méditerranée. Son nom est inscrit dans des textes vieux, de 2500 ans. Mais où se trouvait la capitale? Qui étaient ces gens? Quelle langue parlaient-ils? Pourquoi ont-ils disparu si soudainement que même leurs voisins ne l'ont pas remarqué? L'histoire de Tartessos est un détective long de 3000 ans. Une histoire sur la façon dont une civilisation peut être à la fois réelle et mythique. Une histoire sur l'or qui a changé le monde antique mais n'a pas pu sauver ses propriétaires. Une histoire sur une mémoire qui vit dans les pierres, les textes et les légendes, mais refuse de révéler ses principaux secrets. Quand l'historien grec Hérodote écrivait au 5e siècle avant notre ère, Tartessos était déjà une légende. Il parlait d'un royaume au-delà des colonnes d'Hercule, là où la Méditerranée se jette dans l'océan infini. Un endroit où un certain Kolaios de Samos, marchand grec, était arrivé par accident, poussé par les tempêtes. Ce qui s'est passé ensuite semble incroyable. Kolaios est revenu chez lui avec une cargaison d'argent si énorme qu'il a pu offrir 1/10 de sa fortune au temple d'Héra. 6 talents d'argent. Une somme qui représentait la richesse d'une petite ville. Mais voici le paradoxe qui tourmente les chercheurs depuis des siècles. Si Tartessos était si riche, pourquoi avons-nous si peu de traces? Si cette civilisation commerçait activement avec les Phéniciens, les Grecs, peut-être même avec les Étrusques, pourquoi n'a-t-elle pas laissé de ports identifiables, de palais, de nécropoles royales? C'est comme si quelqu'un avait effacé délibérément toute trace d'une civilisation entière de la surface de la Terre. Les Espagnols, surtout en Andalousie, ont une relation particulière avec Tartessos. Ce n'est pas seulement une curiosité archéologique, c'est une question d'identité nationale. Parce que si Tartessos existait vraiment, cela signifie que l'Espagne possédait une civilisation avancée bien avant l'arrivée des Romains, avant même que les Carthaginois ne s'installent sur ces terres. Une civilisation autochtone, ibérique, qui n'était pas une simple périphérie barbare du monde méditerranéen, mais un acteur majeur du commerce international. Pourquoi cette obsession? Pourquoi l'Espagne s'accroche-t-elle à un royaume qui n'existe peut-être que dans les textes anciens? Parce que l'histoire européenne a longtemps été racontée du point de vue des Grecs et des Romains. Les peuples de la péninsule ibérique apparaissaient dans ces récits comme des figures secondaires, des tribus sauvages à conquérir et à civiliser. Mais Tartessos change tout. Si ce royaume existait, si ces marins naviguaient jusqu'aux îles britanniques pour chercher de l'étain, si ces artisans créaient des bijoux qui rivalisaient avec ceux des Phéniciens, alors l'histoire doit être réécrite. La première mention de Tartessos ne vient pas d'Hérodote,
Elle vient de textes encore plus anciens. La Bible hébraïque parle de Tarshish, un endroit lointain d'où le roi Salomon importait de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Les navires de Tarshish étaient synonymes de richesse et de voyages lointains. Certains érudits identifient Tarshish avec Tartessos. D'autres pensent qu'il s'agit de deux endroits différents. Mais l'association entre ce nom mystérieux et les richesses de l'Occident lointain est présente dans les textes les plus anciens de la civilisation méditerranéenne. Le poète grec Stésichore, qui vivait au VIe siècle avant notre ère, mentionne Tartessos dans ses vers. Il parle d'un fleuve du même nom, qui coule d'une source d'argent, pas une métaphore, une description littérale selon lui. Un fleuve dont les eaux charriaient de l'argent. Une image qui capture parfaitement le mélange de réalité et de mythe qui entoure ce royaume. Parce que oui, la région du sud de l'Espagne possédait d'énormes gisements d'argent et de cuivre. Les mines de Rio Tinto, encore exploitées aujourd'hui, ont été travaillées pendant des millénaires. Mais un fleuve qui coule avec de l'argent. C'est là que la réalité se transforme en légende. Les Phéniciens savaient. Ils savaient exactement où se trouvait Tartessos et comment y arriver. Venus de Tyr et de Sidon, ces marchands entreprenants avaient établi des colonies tout le long de la côte méditerranéenne. Leur colonie la plus importante dans la région était Gadir, l'actuel Cadix, fondée selon la tradition vers 1100 avant notre ère. Gadir servait de porte d'entrée vers Tartessos, de point de contact entre le monde phénicien oriental et les richesses de l'Occident ibérique. Les Phéniciens gardaient jalousement leur route commerciale. Ils ne partageaient pas leurs cartes. Ils ne révélaient pas leurs sources d'approvisionnement. Pour eux, le monopole du commerce avec Tartessos représentait une fortune incalculable. L'argent de Tartessos alimentait les ateliers de Tyr. Le cuivre servait à fabriquer le bronze qui équipait les armées du Proche-Orient. L'étain, peut-être rapporté par les navires tartésiens des îles Cassitérides, les mystérieuses îles de l'étain, quelque part au nord, étaient encore plus précieux. Mais voici ce qui est fascinant. Les Phéniciens, qui tenaient des registres commerciaux méticuleux, qui gravaient des inscriptions dans leurs temples et leurs tombes, n'ont laissé presque aucune description détaillée de Tartessos. Pourquoi ? Était-ce un secret commercial si précieux qu'ils refusaient de le coucher par écrit ? Ou peut-être que Tartessos n'était pas un royaume unique, mais plutôt un terme générique pour désigner toute la région riche en métaux du sud-ouest de l'Espagne. Les archéologues ont une théorie. Ils pensent que Tartessos n'était pas une ville au sens grec ou romain du terme. Ce n'était pas Athènes ou Rome, avec des temples en marbre et des forums pavés. C'était peut-être une confédération de communautés, reliées par le fleuve Guadalquivir, qui servait d'artère commerciale. Une civilisation hydraulique, dont la richesse et le pouvoir dépendaient du contrôle du fleuve et de ses affluents. Une civilisation qui construisait en matériaux périssables, en bois et en torchis, qui ne laissait pas de ruines monumentales. Cette théorie expliquerait pourquoi nous ne trouvons pas de grande capitale. Parce qu'il n'y en avait peut-être jamais eu. Tartessos était peut-être plus proche des cultures fluviales d'Asie ou d'Afrique que des cités-États méditerranéennes. Un royaume dispersé le long des eaux, où le pouvoir ne se concentrait pas dans des murailles de pierre, mais dans le contrôle des voies navigables et des routes commerciales. Mais alors, qui gouvernait ce royaume ? Les textes anciens mentionnent des rois de Tartessos. Le plus célèbre est Argantonios, dont le nom signifie littéralement « homme d'argent ». Hérodote raconte qu'Argantonios a régné pendant 80 ans et a vécu jusqu'à 120 ans. Des chiffres clairement légendaires. Mais derrière la légende, il y a peut-être un grain de vérité. Un roi puissant qui a régné longtemps, assez longtemps pour que les Grecs d'Ionie le connaissent par son nom. Argantonios aurait été un ami des Grecs. Quand les Phocéens, ces Grecs aventureux qui exploraient l'ouest de la Méditerranée, sont arrivés à Tartessos, Argantonios les a accueillis chaleureusement. Il leur a offert de s'installer dans son royaume. Quand ils ont refusé, préférant retourner en Ionie,
Il leur a donné assez d'argent pour construire des fortifications autour de leur ville. Une générosité qui semble incroyable. Pourquoi un roi tartéssien financerait-il les défenses d'une cité grecque à des milliers de kilomètres? La réponse révèle la sophistication politique de Tartessos. Argantonios n'était pas un barbare naïf distribuant ses richesses. C'était un stratège. Il voyait dans les Grecs des alliés potentiels contre la menace perse qui grandissait à l'est. Il comprenait les équilibres de pouvoir complexes du monde méditerranéen. Et il savait que l'argent de Tartessos pouvait acheter plus que des biens. Il pouvait acheter des alliances, de l'influence, du pouvoir politique. Cette vision cosmopolite de Tartessos contraste fortement avec l'image des barbares ibériques que les auteurs grecs et romains aimaient dépeindre. Si Argantonios finançait les Phocéens, cela signifie qu'il comprenait la géopolitique méditerranéenne, qu'il recevait des informations sur les événements lointains, que Tartessos n'était pas isolé au bout du monde, mais connecté à un réseau d'information et de diplomatie qui s'étendait sur toute la Méditerranée. Le monde avant Tartessos était déjà ancien. La péninsule ibérique avait vu passer des vagues successives de peuples, de cultures, de technologies. Les premières communautés agricoles s'y étaient établies au Néolithique, il y a plus de 7000 ans. Elles avaient construit des dolmens et des menhirs dont certains se dressent encore aujourd'hui dans les paysages andalous. Puis étaient venus les premiers métallurgistes, ceux qui avaient découvert le cuivre et l'or dans les collines. Vers 1200 avant notre ère, quelque chose a changé. Les archéologues appellent cette période l'effondrement de l'âge du bronze. Dans tout le bassin méditerranéen, des civilisations se sont effondrées. Les Mycéniens ont disparu. L'empire hittite s'est fragmenté. Les cités du Levant ont été détruites. Des peuples mystérieux, que les Égyptiens appelaient les peuples de la mer, ont ravagé les côtes. Le commerce international s'est effondré. Les routes maritimes se sont fermées. Mais la péninsule ibérique était loin de ces bouleversements. Protégée par sa position périphérique, elle a continué à se développer pendant que le monde méditerranéen oriental brûlait. Et c'est peut-être dans ce chaos que Tartessos est né. Parce que quand le commerce méditerranéen a repris, au Xe siècle avant notre ère, les Phéniciens qui exploraient l'Ouest cherchaient désespérément de nouvelles sources de métaux. Les anciennes mines de Chypre ne suffisaient plus. Les routes vers l'Afghanistan, d'où venait l'étain, étaient coupées. C'est alors qu'ils ont découvert le trésor de Tartessos. Les mines du sud-ouest de l'Espagne contenaient de l'argent en quantité qu'ils n'avaient jamais vue, du cuivre de haute qualité. Et peut-être, via les réseaux commerciaux tartéssiens, l'accès à l'étain des îles du Nord. Pour les Phéniciens, c'était comme découvrir un nouveau monde. Un monde où les métaux précieux semblaient inépuisables. Mais qui étaient les gens qui contrôlaient Pharishes? Les textes anciens ne nous le disent pas clairement. Ils parlent de Tartéssiens sans jamais décrire leur apparence, leur langue, leurs coutumes. Les archéologues doivent reconstituer leur culture à partir de fragments, d'indices indirects, de silences éloquents. Ce que nous savons, c'est que la région abritait plusieurs groupes différents. Il y avait les Turdétans, considérés comme les descendants des Tartéssiens par les auteurs romains. Il y avait les Turdulis, les Conii, d'autres tribus dont les noms sont à peine préservés. Ces peuples partageaient une culture matérielle similaire, des techniques agricoles, des styles de poterie. Mais formaient-ils un royaume unifié? Ou Tartessos était-il simplement le nom que les étrangers donnaient à toute cette région? L'architecture nous donne des indices. Les sites archéologiques de la basse vallée du Guadalquivir montrent des communautés sophistiquées, des maisons à plusieurs pièces, construites avec des fondations en pierre et des murs en torchis, des systèmes de drainage, des rues organisées selon un plan. Ce n'étaient pas des villages primitifs, c'étaient des centres urbains avec une planification consciente. La poterie révèle des contacts étendus. On trouve des céramiques phéniciennes mélangées avec des productions locales, des amphores grecques, des objets étrusques. Tartessos était un carrefour commercial
où les cultures se rencontraient et se mélangeaient. Les artisans locaux copiaient les styles phéniciens, mais avec leurs propres innovations. Ils créaient des hybrides culturels qui témoignent d'échanges intenses et prolongés. Les bijoux sont particulièrement révélateurs. Le trésor de Carambolo, découvert près de Séville en 1958, reste l'une des trouvailles les plus spectaculaires. 21 pièces d'or, des plaques, des bracelets, un collier. Le travail est extraordinaire. Des techniques de granulation, de filigrane, qui montrent une maîtrise parfaite de l'orfèvrerie. Le style est orientalisant, influencé par l'art phénicien, mais avec des éléments distinctifs qui suggèrent une tradition locale. Pendant des décennies, les archéologues ont débattu. Le trésor de Carambolo était-il phénicien ou tartessien? La question elle-même révèle le problème central de l'étude de Tartessos. Comment distinguer ce qui vient des Phéniciens de ce qui est autochtone quand les deux cultures étaient si intimement mêlées? Les Phéniciens vivaient à Tartessos. Des artisans tartessiens travaillaient dans les ateliers phéniciens. Les styles se croisaient, s'influençaient mutuellement, créaient quelque chose de nouveau qui n'était ni purement phénicien ni purement ibérique. Aujourd'hui, le consensus tend vers une origine tartessienne pour le trésor de Carambolo, mais avec de fortes influences phéniciennes. C'est le travail d'artisans locaux qui avaient appris les techniques orientales et les adaptaient à leurs propres goûts et traditions. Le trésor témoigne d'une élite locale riche, capable de commander des œuvres d'une qualité extraordinaire, utilisant de l'or en quantité impressionnante. Mais d'où venait cet or? Les mines de cuivre et d'argent du sud-ouest de l'Espagne sont bien documentées. L'or était plus rare. Venait-il des rivières de Galice, au nord-ouest? Arrivait-il par commerce depuis l'Afrique du Nord? Ou les Tartessiens exploitaient-ils des gisements aujourd'hui épuisés? Chaque réponse ouvre de nouvelles questions sur l'étendue des réseaux commerciaux tartessiens. L'écriture est un autre mystère. Les Ibères, qui habitaient l'est de la péninsule, avaient développé un système d'écriture. Des centaines d'inscriptions ibères ont été trouvées, mais presque aucune inscription n'a été identifiée avec certitude comme tartessienne. Il existe quelques textes du sud-ouest, écrits dans un alphabet qui ressemble à l'ibère, mais avec des différences importantes. Certains chercheurs les appellent « écritures du sud-ouest » ou « tartessiennes », mais elles n'ont pas été déchiffrées. Imaginez la frustration. Vous avez des textes, peut-être écrits par les Tartessiens eux-mêmes, et vous ne pouvez pas les lire. Vous pouvez identifier les lettres, mais pas comprendre la langue. C'est comme avoir un livre fermé que vous ne pouvez pas ouvrir. Les linguistes ont essayé de les déchiffrer en les comparant avec l'ibère, avec les langues celtiques, avec le phénicien. Rien n'a fonctionné de manière convaincante. Ce silence linguistique est assourdissant. Si les Tartessiens avaient une écriture, pourquoi ne l'utilisaient-ils pas plus abondamment? Les Phéniciens gravaient des inscriptions partout, les Grecs aussi, mais les Tartessiens semblent avoir été plus réticents. Était-ce une culture principalement orale, où le savoir se transmettait par la parole plutôt que par l'écrit? Ou simplement que nous n'avons pas encore trouvé leurs archives? La religion offre d'autres indices. Les Phéniciens ont apporté leurs dieux, Baal, Astarté, Melkar. Des temples leur ont été dédiés, surtout à Gadir. Mais quel dieu adoraient les Tartessiens? Les sources grecques et romaines mentionnent des divinités ibériques, mais sans détail. Les archéologues trouvent des sanctuaires, des offrandes votives, des figures de bronze. Mais interpréter ces objets sans textes explicatifs reste hasardeux. Une chose est claire, le cheval était important. Les figurines de chevaux, les représentations équestres apparaissent fréquemment dans l'art tartessien et ibère. La péninsule ibérique était réputée pour ses chevaux. Les auteurs classiques les mentionnent comme étant parmi les meilleurs de la Méditerranée. Rapides, endurants, parfaits pour la guerre et la chasse. Le contrôle de l'élevage équin représentait un atout économique et militaire majeur. L'agriculture soutenait tout. La vallée du Guadalquivir, avec son sol riche et son climat méditerranéen, produisait du blé,
de l'orge, de la vigne, de l'olivier. Les Tartésiens cultivaient ces terres depuis des générations. Ils comprenaient les cycles des crues, savaient quand planter et récolter. Le fleuve était généreux, apportant du limon fertile chaque printemps, renouvelant la terre. Mais la vraie richesse venait du sous-sol. Les mines de Rio Tinto, exploitées depuis le 3e millénaire avant notre ère, produisaient du cuivre en quantité massive. Le procédé d'extraction était simple, mais éprouvant. Les mineurs creusaient des galeries, suivant les veines de minerai. Ils chauffaient la roche avec du feu, puis la refroidissaient brusquement avec de l'eau, provoquant des fissures. Ensuite, ils extrayaient le minerai à coups de marteau et de ciseaux en bronze. Le minerai brut devait être fondu. Des fours spéciaux, capables d'atteindre des températures très élevées, transformaient le minerai en métal pur. La fumée des fonderies noircissait le ciel. Les scories, les résidus du processus, s'accumulaient en montagnes artificielles qui subsistent encore aujourd'hui. L'échelle de la production était industrielle pour l'époque. Des centaines, peut-être des milliers de personnes travaillaient dans ces mines et fonderies. L'argent rendait les choses encore plus compliquées. Le minerai d'argent de la région était souvent mélangé avec du plomb. Pour extraire l'argent pur, il fallait un procédé appelé coupellation. Le minerai était fondu avec du plomb, puis chauffé dans un courant d'air. Le plomb s'oxydait et était absorbé par un creuset poreux, laissant l'argent pur derrière. Ce procédé exigeait une expertise considérable et des installations sophistiquées. Qui contrôlait ces mines? C'est la question politique centrale. Les mines représentaient une richesse immense, mais aussi un pouvoir immense. Celui qui contrôlait les mines contrôlait l'économie. Les rois de Tartessos, si tant est qu'il y en ait eu, devaient avoir leur pouvoir à leur capacité à organiser la production minière, à protéger les routes commerciales, à négocier avec les marchands étrangers. Les Phéniciens n'exploitaient probablement pas directement les mines. Ils achetaient les métaux déjà extraits et raffinés. Ils apportaient en échange des produits manufacturés, des tissus colorés, des bijoux, des amphores de vin et d'huile, des objets de luxe venus de tout l'Orient. Ce commerce enrichissait les deux parties, mais créait aussi une dépendance. Tartessos dépendait des Phéniciens pour écouler sa production. Les Phéniciens dépendaient de Tartessos pour leurs métaux. Cette interdépendance explique peut-être pourquoi les relations semblent avoir été généralement pacifiques. Il n'y a pas de traces de conflits majeurs entre Tartésiens et Phéniciens pendant des siècles. Au contraire, les preuves suggèrent une coexistence harmonieuse, voire une fusion culturelle. Des Phéniciens se sont installés dans les communautés tartésiennes. Des Tartésiens ont adopté des pratiques phéniciennes. Les mariages mixtes étaient probablement courants dans les zones de contact. Mais cette harmonie ne durera pas éternellement. Des nuages s'amoncellent à l'horizon. De nouvelles puissances émergent en Méditerranée. Les Grecs s'étendent vers l'ouest, fondant des colonies en Sicile, en Italie du Sud, en Gaule du Sud. Carthage, la colonie phénicienne en Afrique du Nord, devient de plus en plus puissante et indépendante de sa métropole tyrienne. Les équilibres géopolitiques qui ont permis à Tartessos de prospérer commencent à se fissurer. Les Grecs arrivent, pas en conquérant, du moins pas au début, mais en explorateurs et marchands. Ils ont entendu parler du royaume fabuleux au-delà des colonnes d'Hercule, ce détroit que nous appelons aujourd'hui Gibraltar. Pour les Grecs, franchir ce détroit représentait un acte de courage extraordinaire. Au-delà s'étendait l'océan, cette mer infinie qui entourait le monde connu, où les vagues étaient plus hautes, les tempêtes plus violentes, les monstres plus terrifiants. Les premiers Grecs à atteindre Tartessos l'ont fait par accident. C'est l'histoire de Kolaios de Samos, rapportée par Hérodote. Kolaios naviguait vers l'Égypte quand une tempête l'a poussé vers l'ouest, loin de sa route. Jour après jour, les vents contraires l'ont emporté toujours plus loin. Quand le ciel s'est enfin éclairci, il s'est retrouvé au-delà des colonnes d'Hercule, dans des eaux que les Grecs connaissaient à peine. C'est là qu'il a découvert Tartessos.
Et ce qu'il y a trouvé a dépassé ses rêves les plus fous. Les Tartésiens voulaient bien commercer. Ils avaient de l'argent en abondance, tellement qu'ils semblaient le valoriser moins que les Grecs. Les échanges ont été fructueux au-delà de toute espérance. Quand Kolaïos est rentré à Samos, sa cargaison valait 60 talents, une fortune colossale. Il en a offert 6 au temple d'Héra, un 10e selon la coutume. Même ce 10e représentait plus que ce que la plupart des marchands gagnaient en toute une vie. L'histoire de Kolaïos s'est répandue dans le monde grec comme une traînée de poudre. Tartessos est devenu synonyme de richesse fabuleuse, de possibilités illimitées. Mais il y avait un problème. Les Phéniciens contrôlèrent la route. Leur colonie à Gadir gardait l'entrée vers Tartessos. Ils n'appréciaient pas la concurrence grecque. Les navires grecs qui tentèrent d'atteindre Tartessos devaient être prudents, naviguer rapidement, éviter les patrouilles phéniciennes. Les Phocéens étaient les plus audacieux. Ces Grecs d'Ionie, sur la côte de l'actuelle Turquie, avaient une réputation de marins aventureux. Ils ne craignaient ni les longues traversées, ni les eaux inconnues. Contrairement aux autres Grecs qui naviguaient dans des vaisseaux marchands larges et lents, les Phocéens utilisaient des pentécontaires, des navires longs à 50 rames, plus rapides, plus manœuvrables, capables de combattre si nécessaire. Les Phocéens ont établi une relation spéciale avec Tartessos. Hérodote raconte qu'ils ont été reçus avec une hospitalité extraordinaire par le roi Argantonios. Ce roi légendaire, qui aurait vécu 120 ans et régné pendant 80 ans, voyait dans les Grecs des alliés utiles contre les Perses qui menaçaient l'Ionie. Il leur a offert de s'installer à Tartessos, de faire de son royaume leur nouvelle patrie. Les Phocéens ont refusé. Ils voulaient retourner en Ionie, défendre leur patrie contre la menace perse. Argantonios, admirant leur loyauté, leur a donné assez d'argent pour fortifier leur ville. Une générosité qui semble incroyable jusqu'à ce qu'on comprenne la stratégie derrière. En renforçant Phocée, Argantonios créait un contrepoids aux Phéniciens. Il diversifiait ses partenaires commerciaux. Il s'assurait que Tartessos ne dépendait pas uniquement de Gadir pour son commerce extérieur. Cette politique sophistiquée révèle beaucoup sur Tartessos. Ce n'était pas un royaume isolé et naïf. Ses dirigeants comprenaient les jeux de pouvoir méditerranéens. Ils recevaient des informations sur les événements lointains, les guerres en Orient, les mouvements de peuples, les changements de dynastie. Tartessos était connecté à un réseau d'intelligence qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Mais d'où venaient ces informations? Probablement des marchands phéniciens et grecs qui faisaient escale à Tartessos. Ces hommes ne transportaient pas seulement des marchandises, mais aussi des nouvelles, des rumeurs, des récits de ce qui se passait dans d'autres ports. Un bon dirigeant savait écouter, poser les bonnes questions, recouper les informations. Argantonios, s'il a vraiment existé, devait être ce genre de dirigeant. Les archéologues cherchent son palais depuis plus d'un siècle. Où vivait ce roi fabuleux? Où se trouvait la capitale de Tartessos? Les textes anciens mentionnent une ville du même nom, située près de l'embouchure d'un fleuve. La plupart des chercheurs identifient ce fleuve avec le Guadalquivir. Mais l'embouchure du Guadalquivir a considérablement changé depuis l'Antiquité. Il y a 3000 ans, le fleuve se jetait dans la mer beaucoup plus à l'intérieur des terres qu'aujourd'hui. Ce qui est maintenant des marécages et des champs était alors un vaste estuaire navigable. Les navires pouvaient remonter le fleuve sur des dizaines de kilomètres, atteignant des ports maintenant ensevelis sous des mètres de sédiments. La géographie elle-même a trahi Tartessos, effaçant ses traces sous des couches de boue. Les géologues ont montré que le paysage du sud-ouest de l'Espagne a subi des transformations dramatiques. Le lac Ligustinus, mentionné par les auteurs romains, était probablement l'ancien estuaire du Guadalquivir. Au fil des siècles, les sédiments l'ont progressivement comblé, transformant l'eau en marais, puis les marais en terre ferme. Si la capitale de Tartessos se trouvait sur les rives de cet estuaire, elle est maintenant enterrée sous plusieurs mètres d'alluvions.
Les archéologues ont fouillé partout, près de Séville, à Huelva, à l'embouchure du Guadalquivir. Ils ont trouvé des sites importants, des preuves d'occupation ancienne, des artefacts tartésiens. Mais pas de grande capitale, pas de palais royal, pas de temples monumentaux. Où que le centre politique de Tartessos se soit trouvé, il reste caché. Certains chercheurs proposent une solution radicale. Peut-être que Tartessos n'avait pas de capitale unique. Peut-être qu'il s'agissait d'une confédération de communautés, chacune avec ses propres chefs, unies par des liens commerciaux et culturels, plutôt que par un gouvernement centralisé. Dans ce modèle, le roi de Tartessos serait un titre donné au chef le plus puissant du moment, celui qui contrôlait le plus de mines ou le commerce le plus important. Cette théorie expliquerait l'absence de centre urbain dominant. Elle expliquerait aussi pourquoi Tartessos a pu disparaître si complètement. Un royaume centralisé laisse des ruines centralisées. Mais une confédération dispersée peut s'effondrer sans laisser de traces monumentales. Quand les liens économiques qui unissaient les communautés se sont rompus, chaque village a pu continuer à exister indépendamment, perdant simplement l'identité tartésienne commune. Mais cette théorie ne satisfait pas tout le monde. Les textes anciens parlent vraiment d'une ville nommée Tartessos. Ils décrivent un fleuve, un port, des navires qui y accostent. Hérodote est clair, Kolaios est arrivé à Tartessos, pas dans la région tartésienne. Les Phocéens ont commercé avec un roi spécifique, pas avec une assemblée de chefs tribaux. Il devait y avoir un centre, un lieu où le pouvoir se concentrait. Les recherches continuent, chaque été, de nouvelles fouilles commencent. Les archéologues utilisent maintenant des technologies de pointe. Radars pénétrant le sol, magnétométrie, imagerie satellitaire, lidar. Ils peuvent détecter des structures enterrées sans creuser. Ils peuvent cartographier d'anciennes rivières et ports disparus. Ils peuvent voir sous les champs et les marais ce que des siècles de sédimentation ont caché. Et parfois, ils trouvent que quelque chose. Un mur enterré, des tessons de poterie concentrés sur un site, des scories métalliques indiquant une ancienne fonderie. Chaque découverte ajoute une pièce au puzzle. Lentement, très lentement, l'image de Tartessos devient plus claire. Pas assez claire pour résoudre tous les mystères, mais assez pour confirmer que oui, il y avait bien quelque chose ici. Une civilisation réelle, pas seulement un mythe. Le site de Cancho Roano, en Estrémadure, a révélé un complexe extraordinaire. Un bâtiment monumental, peut-être un palais ou un sanctuaire, avec des pièces organisées autour d'une cour centrale. La structure date du 6e au 5e siècle avant notre ère. L'apogée supposée de Tartessos. Les archéologues ont trouvé des preuves que le bâtiment a été rituellement détruit, brûlé et enterré intentionnellement. Pourquoi ? Était-ce une réponse à une catastrophe ? Un acte religieux ? Le signe d'un changement politique majeur. Les objets découverts à Cancho Roano sont fascinants. Des fibules en bronze, des céramiques fines, des restes d'animaux sacrifiés, des éléments grecs, phéniciens et indigènes mélangés. Le site témoigne d'une élite locale riche et puissante, capable de construire en pierre, rare dans cette région, d'accumuler des biens de luxe, de pratiquer des rituels élaborés. Si ce n'est pas Tartessos proprement dit, c'est au moins la sphère d'influence tartésienne. Plus au sud, le site d'Huelva a livré des découvertes importantes. Huelva est une ville portuaire sur la côte atlantique, près de l'embouchure de Rio Tinto. Les fouilles y ont révélé des niveaux d'occupation remontant au 9e siècle avant notre ère. Des céramiques phéniciennes en abondance. Des structures qui suggèrent un port actif. Certains chercheurs pensent qu'Huelva pourrait avoir été un des centres principaux de Tartessos, sinon la capitale elle-même. L'argument est convaincant. Huelva est idéalement située pour contrôler à la fois les mines de Rio Tinto et le commerce maritime. Un navire arrivant de Méditerranée passait par Gadir, puis longeait la côte jusqu'à Huelva. De là, des routes terrestres menaient aux mines.
Le métal pouvait être chargé directement sur les navires. Uelva servait de point de jonction entre les mines et la mer. Mais Uelva moderne recouvre les niveaux anciens. Les fouilles sont difficiles, limitées au moment où des constructions modernes nécessitent des excavations. Chaque fois qu'un nouveau bâtiment est construit, les archéologues ont une brève fenêtre pour fouiller avant que le site soit à nouveau scellé sous le béton. C'est frustrant, mais inévitable dans une ville vivante. Puis vient le désastre. Quelque part au VIe siècle avant notre ère, Tartessos commence à décliner. Les raisons ne sont pas claires. Les textes anciens ne mentionnent pas de conquête catastrophique, pas de tremblement de terre dévastateur, pas d'épidémie. Tartessos semble simplement s'effacer, comme une image qui pâlit lentement jusqu'à disparaître. Les archéologues voient les signes dans les couches de terre. Les importations grecques et phéniciennes deviennent plus rares. Les sites tartésiens sont abandonnés. La production métallurgique diminue. Vers 500 avant notre ère, Tartessos comme entité identifiable n'existe plus. Les auteurs grecs qui écrivent après cette date ne parlent plus de Tartessos au présent, mais au passé, comme d'une chose qui fut. Que s'est-il passé? Les théories abondent. La plus populaire implique Carthage. Au VIe siècle, Carthage consolidait son empire commercial en Méditerranée occidentale. Les Carthaginois, descendants des Phéniciens, voulaient contrôler toutes les routes commerciales importantes. Ils ont imposé un monopole strict sur le détroit de Gibraltar. Les navires grecs n'avaient plus le droit de passer. Le commerce avec Tartessos s'est tari. Sans les marchés grecs, l'économie tartésienne s'est effondrée. Les mines continuaient à produire, mais qui achèterait le métal? Les Carthaginois, certainement, mais à leurs conditions, à leur prix. L'indépendance économique qui avait fait la force de Tartessos s'est évaporée. Les élites locales ont perdu leur source de richesse. Le système politique, quel qu'il ait été, s'est fragmenté. Mais cette explication est peut-être trop simple. Elle suppose que Tartessos dépendait entièrement du commerce extérieur. Que se passerait-il si le problème était interne? Si les mines s'épuisaient? Si une guerre civile avait éclaté? Si un changement climatique avait perturbé l'agriculture? Les catastrophes ne viennent pas toujours de l'extérieur. Certains chercheurs pointent vers des indices géologiques. Le niveau de la mer changeait. L'estuaire du Guadalquivir se comblait. Les ports qui avaient rendu Tartessos prospère devenaient inaccessibles aux grands navires. Peut-être que Tartessos est mort simplement parce que sa géographie l'a trahi. Le fleuve qui avait été son artère vitale s'ensablait progressivement, coupant les communautés riveraines de la mer. D'autres évoquent une catastrophe naturelle. Un tsunami? Un tremblement de terre? La région n'est pas particulièrement sismique aujourd'hui, mais les événements rares peuvent avoir des impacts énormes. Un seul tsunami dévastateur aurait pu détruire tous les ports de l'estuaire simultanément. Les communautés côtières auraient été anéanties. La population survivante aurait fui vers l'intérieur des terres, mais un tsunami aurait laissé des traces géologiques. Une couche de sable marin déposée loin à l'intérieur des terres. Des dépôts de coquillages hors de leur contexte naturel. Jusqu'à présent, de telles preuves n'ont pas été trouvées de manière convaincante. L'hypothèse du tsunami reste spéculative. La vérité est probablement une combinaison de facteurs. Un effondrement rarement causé par une seule raison. Plus probablement, Tartessos a été frappé par plusieurs catastrophes simultanées. Le blocus carthaginois coupant le commerce. Les changements environnementaux rendant les ports inutilisables. Peut-être une épidémie ou une série de mauvaises récoltes. Chaque problème aurait été gérable seul. Ensemble, ils ont été fatals. Ce qui est certain, c'est que vers 500 avant notre ère, le nom de Tartessos disparaît des sources. Les auteurs grecs qui écrivent par la suite parlent des Turdétans, qu'ils décrivent comme les descendants des Tartésiens. Strabon, le géographe grec écrivant au 1er siècle de notre ère, dit explicitement que les Turdétans habitaient l'ancienne terre de Tartessos. Il ajoute qu'ils étaient le peuple le plus civilisé d'Ibérie, possédant même une littérature et des lois écrites remontant à 6000 ans.
6000 ans, clairement une exagération. Mais l'affirmation que les Turdétans possédaient une tradition littéraire est intéressante. Elle suggère que la culture tartésienne n'a pas complètement disparu. Elle a survécu, transformée dans les pratiques de leurs descendants. Les Turdétans ont conservé la mémoire de leur passé glorieux, même si les structures politiques qui définissaient Tartessos s'étaient effondrées. Les Romains, quand ils sont arrivés au IIe siècle avant notre ère, ont trouvé une région prospère. Les mines étaient toujours exploitées. Les villes existaient, organisées et relativement civilisées selon les standards romains. Mais personne ne parlait plus de Tartessos comme d'un royaume actuel. C'était devenu une légende, une histoire du passé glorieux, comme Troie pour les Grecs. Les Romains ont été impressionnés par les richesses minérales de la région. Ils ont pris le contrôle des mines de Rio Tinto et les ont exploitées à une échelle industrielle jamais vue auparavant. Des milliers d'esclaves travaillaient dans les galeries. Les ingénieurs romains ont construit des systèmes de drainage sophistiqués pour atteindre des veines plus profondes. La production a explosé, alimentant l'économie de l'Empire. Mais Rome n'était pas intéressée par Tartessos en tant que tel. Pour eux, c'était juste une partie de l'Hispanie, la province qu'ils avaient conquise. L'identité tartésienne, si elle persistait, n'avait aucune signification politique dans le monde romain. Les élites locales qui voulaient réussir apprenaient le latin, adoptaient les coutumes romaines, oubliaient leurs origines tartésiennes. Ainsi, une culture entière s'est dissoute. Pas détruite par la violence, mais absorbée, intégrée, transformée jusqu'à devenir méconnaissable. C'est peut-être la façon la plus complète de disparaître, non pas dans une catastrophe dramatique, mais dans un oubli progressif. Les petits-enfants ne parlent plus la langue des grands-parents. Les vieux rituels semblent dépassés. Les nouvelles générations embrassent la culture dominante. En quelques siècles, il ne reste rien sauf quelques histoires confuses sur un royaume d'or qui existait autrefois. Pendant des siècles, Tartessos est resté ainsi. Un nom dans les textes anciens, une note de bas de page dans l'histoire de l'Espagne. Les érudits médiévaux et de la Renaissance lisaient Hérodote et Strabon, notaient les mentions de Tartessos, mais ne pouvaient pas localiser le royaume. Certains pensaient que c'était un autre nom pour Cadix. D'autres l'identifiaient avec des villes bibliques. Personne ne savait avec certitude. Ce n'est qu'au XIXe siècle que Tartessos a ressuscité. L'archéologie émergeait comme science. Les chercheurs espagnols commençaient à fouiller systématiquement les sites anciens de leur pays. Ils trouvaient des objets qui ne correspondaient ni au monde romain, ni aux cultures ibériques connues. Quelque chose de plus ancien, de plus mystérieux. Tartessos, oublié depuis 2000 ans, refaisait surface. La découverte du trésor de Carambolo en 1958 a été un moment décisif. Ces pièces d'or extraordinaires ne pouvaient pas être romaines. Leur style était différent, plus ancien, avec des influences orientales claires, mais aussi des éléments uniques. Les archéologues ont immédiatement pensé à Tartessos. Voici enfin une preuve tangible de la richesse légendaire du royaume perdu. L'enthousiasme était immense. Tartessos existait vraiment. Ce n'était pas juste un mythe. Les fouilles se sont multipliées. Chaque site du sud-ouest de l'Espagne a été examiné avec un nouvel œil. Les archéologues cherchaient des preuves tartésiennes partout. Parfois, ils trouvaient. Souvent, ils interprétaient peut-être trop généreusement les indices fragmentaires. Parce que voilà le problème. Comment identifier avec certitude quelque chose comme tartésien? Sans texte clair, sans inscription dans une langue identifiée comme tartésienne, les archéologues doivent se fier au style artistique, aux techniques métallurgiques, au contexte stratigraphique. Mais ces critères sont ambigus. Ce qui semble tartésien pourrait aussi bien être phénicien, ou un hybride, ou une tradition locale différente. Les débats académiques sont devenus féroces. Certains chercheurs voyaient Tartessos partout. D'autres restaient sceptiques, arguant que sans preuve textuelle claire,
on ne pouvait pas vraiment parler d'une civilisation tartésienne distincte. Peut-être que Tartessos n'était qu'un nom grec pour désigner toute la région du sud-ouest de l'Espagne, sans référence à une entité politique ou culturelle spécifique. Ces débats continuent aujourd'hui. Les conférences sur Tartessos attirent des chercheurs du monde entier. Les publications se multiplient. Chaque nouvelle découverte archéologique est scrutée pour voir si elle éclaire le mystère tartessien. Et parfois, rarement, une découverte change vraiment la donne. Comme le site de Turuñuelo, fouillé récemment en Estrémadure. Un autre complexe monumental, encore mieux préservé que Cancho-Roano. Les archéologues y ont trouvé un bâtiment à 2 étages, avec des pièces décorées, des autels, des restes de sacrifices animaux à grande échelle. Le site a été détruit par le feu, mais d'une manière qui semble délibérée, rituelle. Avant de partir, les occupants ont sacrifié des dizaines de chevaux, de porcs, de bovins. Ils ont laissé les carcasses dans les pièces, puis ont mis le feu au bâtiment. Pourquoi ? La scène évoque un abandon rituel, une fermeture symbolique. Les occupants savaient qu'ils ne reviendraient donc pas. Ils ont donc procédé à un dernier grand rituel, offrant leurs animaux aux dieux, puis scellant le site par le feu. C'est à la fois fascinant et déchirant. On peut presque ressentir le désespoir de ces gens, abandonnant leur maison, sachant qu'une époque se terminait. Turuñuelo date de la fin du 5e siècle avant notre ère, exactement la période où Tartessos disparaît des sources historiques. La coïncidence est frappante. Le site témoigne d'une crise majeure, d'un effondrement systémique qui a forcé même les élites à abandonner leur palais. Multiplier ce scénario à travers toute la région et on obtient une image de l'effondrement de Tartessos. Non pas une conquête soudaine, mais une désintégration progressive, communauté par communauté, jusqu'à ce que la structure entière s'écroule. Aujourd'hui, Tartessos est redevenu un enjeu, pas seulement pour les archéologues, mais pour l'identité espagnole elle-même. Parce que Tartessos représente quelque chose de puissant. Une civilisation autochtone ibérique qui n'a pas besoin de Rome ou d'Athènes pour sa légitimité. Une preuve que l'Espagne avait sa propre grandeur antique, ses propres réalisations, avant que les empires méditerranéens n'arrivent. Cette quête d'une identité pré-romaine n'est pas unique à l'Espagne. Partout en Europe, les nations modernes cherchent leurs racines dans des passés antiques, parfois réels, parfois imaginés. La France avec les Gaulois, l'Angleterre avec les Celtes, l'Allemagne avec les tribus germaniques. Ces identités nationales ont besoin d'ancêtres glorieux, de moments fondateurs, de récits qui relient le présent au passé profond. Pour l'Espagne, Tartessos remplit ce rôle. C'est la preuve que la péninsule ibérique n'était pas une périphérie barbare attendant d'être civilisée par Rome. C'était un centre de civilisation à part entière, engagé dans le commerce international, produisant des œuvres d'art sophistiquées, gouvernées par des rois sages. Le fait que cette civilisation ait disparu rend le récit encore plus puissant. Tartessos devient une Atlantide ibérique, un paradis perdu qu'on peut pleurer et dont on peut se souvenir avec fierté. Les musées andalous mettent en avant leur collection tartésienne. Le trésor de Carambolo a sa propre salle d'exposition au musée archéologique de Séville. Les visiteurs s'émerveillent devant ces bijoux d'or vieux de 2700 ans, imaginant les rois et reines qui les portaient. Les panneaux explicatifs parlent de Tartessos avec une certaine fierté régionale. C'était notre civilisation, semble-t-il dire, notre contribution à l'histoire ancienne. Les villes andalouses portent parfois le nom tartessien avec fierté. Des rues sont appelées Cal Tartessos. Des restaurants, des hôtels, des entreprises adoptent le nom. Il est devenu une marque, un symbole de connexion avec un passé prestigieux. Peu importe que personne ne sache exactement ce qu'était Tartessos. L'idée de Tartessos suffit. Les nationalistes andalous vont parfois plus loin. Certains voient dans Tartessos la preuve d'une identité andalouse distincte du reste de l'Espagne. Si l'Andalousie avait sa propre civilisation antique,
différente des Ibères de l'Est ou des Celtibères du Nord, alors peut-être qu'elle mérite une reconnaissance spéciale. Ces arguments sont plus politiques qu'historiques, mais ils montrent comment le passé ancien peut être mobilisé pour des causes contemporaines. Les archéologues, pour leur part, essaient de naviguer entre l'enthousiasme populaire et la rigueur scientifique. Ils ne veulent pas décevoir le public en disant qu'on ne peut pas vraiment connaître Tartessos. Mais ils ne peuvent pas non plus inventer des certitudes là où il n'y a que des hypothèses. Le résultat est souvent un équilibre précaire entre ce qu'on sait, ce qu'on pense savoir et ce qu'on voudrait savoir. Les nouvelles technologies offrent de l'espoir. Les fouilles sous-marines dans l'ancien estuaire du Guadalquivir révèlent des structures submergées. Le lidar aérien détecte des anomalies dans le paysage qui pourraient être des sites archéologiques enterrés. Les analyses ADN des restes humains trouvés dans la région permettent de tracer les mouvements de population, de voir d'où venaient les gens de Tartessos et où ils sont allés. Une découverte récente a fait sensation. Des analyses isotopiques de métaux trouvés dans des tombes phéniciennes lointaines montrent qu'ils proviennent des mines du sud-ouest de l'Espagne. On peut désormais tracer l'argent de Tartessos à travers toute la Méditerranée. On le trouve en Phénicie, à Chypre, en Grèce, en Italie. Le réseau commercial tartessien était encore plus étendu qu'on ne le pensait. Ces métaux ont voyagé sous forme de lingots standardisés, marqués parfois de symboles que nous ne comprenons pas encore. Étaient-ce des marques de propriété? Des indications de qualité? Des symboles religieux? Chaque lingot est un document, une pièce d'information sur comment fonctionnait le commerce antique. Lentement, patiemment, les chercheurs déchiffrent ce langage de métal. Les ossements d'animaux trouvés sur les sites tartessiens racontent aussi une histoire. Les bovins, les porcs, les chevaux qu'on sacrifiait ou qu'on mangeait ne venaient pas tous de la région locale. Certains avaient été élevés ailleurs, puis amenés sur de longues distances. Cela suggère des réseaux d'échanges étendus, des contacts réguliers entre communautés éloignées, une économie intégrée sur de vastes territoires. La nourriture elle-même était cosmopolite. Les amphores phéniciennes contenaient du vin du Levant, de l'huile d'olive, du garum, cette sauce de poisson fermentée que tout le monde méditerranéen adorait. Les élites tartessiennes mangeaient des plats préparés avec des ingrédients venus de tout le bassin méditerranéen. C'était une cuisine de fusion, 3000 ans avant que le terme ne soit inventé. Les textiles ne survivent presque jamais, mais nous savons par les textes que les tissus colorés étaient des produits de luxe importants. Les Phéniciens étaient célèbres pour leur pourpre, cette teinture extraite de coquillages qui produisait un rouge-violet intense. Un seul vêtement teint en pourpre valait une fortune. Les élites tartessiennes portaient probablement ces tissus phéniciens, affichant ainsi leur richesse et leur connexion internationale. Les parfums aussi voyageaient. L'encens d'Arabie, la myrrhe de Somalie, les huiles parfumées de Grèce. Les rituels religieux à Tartessos devaient être des expériences sensorielles intenses. La fumée de l'encens montant vers le ciel, les prêtres vêtus de tissus colorés, les bijoux d'or brillant au soleil, le sang des sacrifices coulant sur les autels, de pierre. Une performance destinée à impressionner à la fois les dieux et les humains. Et la musique? Nous ne savons presque rien de la musique tartessienne. Quelques fragments d'instruments ont été trouvés. Des flûtes en os, des cymbales en bronze. Les Ibères jouaient de la lyre, d'après les représentations sur les céramiques. Probablement que les Tartessiens aussi avaient leurs musiciens, leurs chansons, leurs danses, des mélodies qui accompagnaient les fêtes, les funérailles, les départs en voyage. Tout cela est perdu, silencieux à jamais. Le silence est peut-être l'aspect le plus troublant de Tartessos. Nous pouvons voir les objets qu'ils ont fabriqués, toucher l'or qu'ils ont porté, analyser les métaux qu'ils ont fondus. Mais nous ne pouvons pas entendre leur voix. Nous ne savons pas comment ils appelaient leur propre royaume. Peut-être que Tartessos était juste un nom étranger, un mot grec ou phénicien qui n'avait aucune signification pour les habitants eux-mêmes. Cette absence de voix autochtone est frustrante.
Toute notre connaissance de Tartessos vient de sources externes. Des Grecs qui y sont passés brièvement, des Phéniciens qui commerçaient mais n'écrivaient pas d'ethnographie, des Romains qui sont arrivés des siècles trop tard. C'est comme essayer de comprendre une personne uniquement à travers ce que ses voisins disent d'elle. On obtient une image, mais est-elle exacte, complète ou terriblement déformée? Les quelques inscriptions du Sud-Ouest, si elles sont vraiment tartésiennes, offrent un espoir. Si nous pouvions les déchiffrer, nous entendrions enfin les Tartésiens parler d'eux-mêmes. Que disent ces textes? Sont-ce des épitaphes? Des dédicaces? Des listes commerciales? Des poèmes? Chaque hypothèse ouvre des perspectives différentes sur la culture tartésienne. Les linguistes ont essayé toutes les approches imaginables. Ils ont comparé les inscriptions avec toutes les langues anciennes connues de la région. L'ibère, le celtibère, le lusitanien, le phénicien, même le basque ancien. Rien ne correspond parfaitement. Soit le tartésien était une langue unique, sans parents survivants, soit notre compréhension des autres langues ibériques anciennes est trop limitée pour voir les connexions. Une percée pourrait venir de manière inattendue. Peut-être qu'une inscription bilingue sera trouvée, avec le même texte en tartésien et en phénicien, ou qu'un texte plus long sera découvert, assez long pour que les linguistes puissent identifier des patterns, des répétitions, des structures grammaticales. L'archéologie est pleine de surprises. La pierre de Rosette était cachée dans un mur égyptien pendant des siècles. Qui sait ce qui attend encore d'être découvert dans le sol andalou? En attendant, l'Espagne continue sa romance avec Tartessos. Les écoles enseignent son histoire, même si cette histoire est plus incertitude que fait. Les documentaires le présentent avec des reconstitutions dramatiques, des animations par ordinateur, montrant des navires tartésiens naviguant vers l'Atlantique, des palais dorés brillant au soleil d'Andalousie. La frontière entre histoire et légende s'estompe, mais peut-être que c'est acceptable. Peut-être que Tartessos a toujours été mi-histoire, mi-légende, même de son vivant. Les touristes visitent les sites supposés tartésiens. Ils se tiennent à l'embouchure du Guadalquivir, regardant les marais, essayant d'imaginer l'estuaire navigable qui existait autrefois. Ils visitent Huelva, marchent dans ces rues modernes, sachant que sous leurs pieds se trouvent peut-être les restes de la capitale perdue. Ils vont à Rio Tinto, regardent les mines à ciel ouvert, les eaux rouges toxiques et pensent aux mineurs antiques qui ont creusé ici il y a 3000 ans. Il y a quelque chose de poignant dans cette recherche. L'Espagne cherche une partie d'elle-même qui a été perdue depuis si longtemps que personne ne se souvient vraiment de ce qu'elle était. Tartessos est devenu un miroir où l'Espagne projette ses désirs. Une civilisation ancienne, riche, sophistiquée, capable de tenir tête aux grandes puissances de l'époque. Un passé glorieux pour équilibrer les siècles de domination romaine, wisigothique, musulmane qui ont suivi. Mais peut-être que cette quête manque l'essentiel. Peut-être que Tartessos n'a pas besoin d'être glorifié ou mythifié. Peut-être qu'il suffit qu'il ait existé, d'une manière ou d'une autre, quelque part entre la légende et la réalité. Une communauté de gens qui ont extrait du métal, construit des maisons, élevé des enfants, commercé avec des étrangers, adoré leurs dieux. Des vies ordinaires dans un contexte extraordinaire, à la frontière entre le monde connu et l'inconnu. Si nous pouvions remonter le temps et visiter Tartessos à son apogée, que verrions-nous? Pas nécessairement les palais d'or des légendes. Peut-être quelque chose de plus humble et plus humain. Un port animé où les navires phéniciens accostent, déchargeant des amphores et chargeant des lingots de métal. Des marchés où se mélangent les langues, où les marchands bargudent en grec, en phénicien, en tartessien, en utilisant des gestes quand les mots manquent. Des fonderies où les artisans travaillent le bronze et l'argent, la sueur coulant sur leur visage dans la chaleur des fours. Des champs le long du fleuve où les agriculteurs cultivent le blé et l'orge, regardant anxieusement le ciel pour la pluie. Des maisons où les familles mangent ensemble, partagent des histoires, transmettent leurs traditions aux enfants. Des temples où les prêtres accomplissent leurs rituels, demandant aux dieux de protéger les récoltes, de rendre le voyage sûr,
de garder les mines productives. Une vie, en d'autres termes. Pas une utopie, pas un paradis, mais un endroit réel, où des gens réels vivaient leur vie réelle, avec leurs joies et leurs peines, leurs espoirs et leurs peurs. Et puis, pour des raisons que nous ne comprenons pas entièrement, cette vie s'est arrêtée. Les ports se sont ensablés, les fonderies se sont éteintes, les maisons ont été abandonnées, et lentement, très lentement, la mémoire elle-même s'est effacée, jusqu'à ce que les archéologues commencent à creuser, jusqu'à ce que les historiens commencent à lire les textes anciens avec de nouveaux yeux, jusqu'à ce que Tartessos refasse surface, non pas comme un royaume vivant, mais comme une énigme, un puzzle, un mystère qui demande à être résolu. Et l'Espagne répond à cette demande. Les fonds sont alloués pour de nouvelles fouilles. Les universités créent des programmes de recherche spécialisés. Les musées organisent des expositions. Le gouvernement andalou soutient activement la recherche tartésienne, voyant en elle à la fois une valeur scientifique et une attraction touristique potentielle. Parce qu'au final, Tartessos est bon pour l'Espagne. Il attire l'attention internationale. Il pose l'Espagne comme un acteur important dans l'histoire antique méditerranéenne. Il donne à l'Andalousie quelque chose d'unique, une histoire que ni la Catalogne ni la Castille ne peuvent revendiquer. Dans le jeu complexe des identités régionales espagnoles, Tartessos est une carte puissante. Mais au-delà de la politique et de l'économie, il y a quelque chose de plus profond, un désir humain fondamental de se connecter au passé, de comprendre d'où nous venons. Les Espagnols qui étudient Tartessos ne cherchent pas seulement des artefacts ou des sites. Ils cherchent une partie de leur propre histoire, une racine qui s'enfonce profondément dans le sol ibérique. Cette recherche ne s'arrêtera jamais vraiment. Même si demain les archéologues trouvèrent la capitale de Tartessos, avec ses archives intactes et ses inscriptions lisibles, il resterait toujours des questions. Comment les gens vivaient-ils vraiment? Que pensaient-ils? Qu'espéraient-ils? Qu'est-ce qui les faisait rire? Pleurer? Ces questions intimes sur la vie intérieure échappent à l'archéologie. Les objets peuvent nous dire ce que les gens faisaient, mais rarement ce qu'ils ressentaient. Et pourtant, nous continuons à chercher. Parce que chaque fragment d'information nous rapproche un peu plus. Chaque tesson de poterie, chaque fondation de bâtiment, chaque lingot de métal ajoute un pixel à l'image. Lentement, avec une patience infinie, l'image de Tartessos devient plus claire. Jamais complète, jamais définitive, mais progressivement moins floue. Les générations futures auront de meilleurs outils, des technologies que nous ne pouvons pas encore imaginer. Peut-être qu'ils réussiront là où nous avons échoué. Peut-être qu'ils trouveront la capitale perdue, déchiffreront la langue mystérieuse, résoudront enfin l'énigme de Tartessos. Ou peut-être que le mystère persistera. Tartessos restant éternellement un royaume fantôme, réel mais insaisissable, présent mais invisible. Dans un sens, c'est approprié. Tartessos était un royaume du bout du monde, au-delà des colonnes d'Hercule, là où le monde connu se terminait et l'inconnu commençait. Il était à la frontière entre la réalité et le mythe, entre l'histoire et la légende. Qu'il reste à cette frontière, ni entièrement révélé, ni entièrement caché, semble juste. L'Espagne ne l'oubliera pas. Tant qu'il y aura des archéologues creusant dans le sol andalou, des historiens étudiant les textes anciens, des touristes visitant les musées, Tartessos vivra. Pas comme il était autrefois, mais comme un souvenir, une question, une possibilité. Le royaume disparu que l'Espagne refuse d'oublier, parce que l'oublier serait perdre une partie d'elle-même, une connexion avec un passé qui, bien que mystérieux et incertain, reste profondément important. Alors, proposez vos idées pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like. Parce que l'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Elle continue, se transforme, révèle de nouveaux secrets. Et Tartessos, le royaume fantôme d'Espagne, garde encore les siens.